Bonjour à vous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, je démarre le cycle d'interviews avec en fait mon propre interview pour que vous ayez aussi le fil de questions et puis parce que finalement j'ai pas forcément fait une sorte d'instantané des grands moments qui ont marqué mon parcours de vie. Donc je vais partir, comme je le disais, avec un séquençage de l'enfance, l'adolescence, jeune adulte et adulte, j'en suis là pour le moment, et avec un petit lot de questions par rapport à chaque période, qui sera en fait les mêmes questions à chaque fois. Donc si on part à partir de l'enfance, on va dire que l'enfance, on peut le situer de 0 à 12 ou de 0 à 14 ans. Donc ça, c'est la période. Et si je devais me pencher sur ce qui a été le plus difficile pour moi sur cette période-là, je dirais que c'est les séparations. Je pourrais dire que la plus grosse, celle qui m'a marquée, dont j'ai vraiment conscience du chagrin, c'est le départ de mes sœurs qui ont été vivre chez mon père, donc avec un décalage d'1 an ou 2 entre chacune des sœurs. Et c'est vrai, je m'en rappelle très bien, j'avais 8 ans quand ma deuxième sœur est partie, et ça a été vraiment un déchirement, vraiment une période difficile, où aujourd'hui encore je sens cette émotion, je sens le déchirement, et avec cette solitude que je vais avoir d'être seule chez ma mère avec mon beau-père et d'être séparée de mes sœurs. Et l'autre séparation marquante, c'est le décès de mon grand-père paternel à 3 mois d'intervalle après donc le décès de mon arrière-grand-mère maternelle que j'avais connue. Donc là j'avais 10 ans. Et par contre, ça en fait, je sais pas, est-ce que c'était une accumulation de trop de choses? Est-ce que c'était une séparation définitive, donc vraiment le côté de non-retour? En tout cas, c'est un chagrin auquel j'ai pas eu accès. Et c'est à partir de là que je suis entrée dans une forme de dissociation assez importante où je me suis coupée une grande partie de ce que je pouvais ressentir et où je me suis mise à beaucoup cogiter, donc à être beaucoup dans ma tête. Dans une autre vidéo, je vous disais, je me disais qu'à cette époque-là, c'est le moment où je me suis ouvert à la conscience. Et puis au finalement, je me dis, c'est plutôt que je me suis réfugiée dans ma tête et que je me suis mise à analyser, à tout commenter, tout ce qui se passait, tout ce que je faisais. C'est comme s'il y avait toujours vous savez, dans les films, pour les personnes qui ne voient pas ou mal, il y a de l'audio-description. Et c'était un peu comme si j'avais ma vie qui faisait une audio-description de tout ce qui se passait à partir de cette époque-là. Donc ça a été vraiment le plus difficile dans mon enfance. Quelles ont été mes ressources pour y faire face? En fait, en y réfléchissant, ma plus grosse ressource, c'était mon amie Claire. C'était vraiment ma meilleure amie, une amitié que j'ai jamais retrouvée parce qu'il y a l'innocence de l'enfance justement. Et c'était vraiment, on habitait dans la même rue, mais chacune à un bout de la rue en fait. Et vraiment, c'était une amitié qui a été très très importante, fondamentale même, et qui m'a permis de pouvoir surmonter ces séparations parce qu'on était vraiment très proches. Et ses parents aussi, à cette amie, m'ont beaucoup aidée. Je partais en vacances avec eux, on allait à la plage. Son père, il était véliplanchiste, donc on allait en bord de mer. J'ai appris à faire de la planche à voile. Enfin, vraiment, ça a été une énorme ressource humaine que cette relation. Ensuite, il y a eu aussi les ressources animales, en particulier. Donc, ma mère il y a eu un enchaînement de choses qui font que ma mère m'avait offert des cochons d'Inde. Et donc, pareil, les cochons d'Inde. Alors, c'était vraiment des petits animaux qui communiquent, qui sont vraiment réactifs. Et ça a marqué aussi toute une période, toute cette partie de l'enfance à partir du départ de mes sœurs. Ça a été vraiment très important.
Le fait de faire du cheval aussi grâce à mon amie Claire, l'équitation, ça m'a vraiment beaucoup apporté, pas l'équitation en tant que telle, mais le fait d'être au contact des chevaux, d'être dans la nature. J'avais vraiment une attirance profonde pour quand mon amie m'a dit qu'elle commençait à faire du cheval, j'ai senti vraiment un appel, l'envie moi aussi d'en faire. Et donc il y avait la question budgétaire bien sûr, et donc quand j'en ai parlé à ma mère, elle a dit bah oui ok, c'était pas très cher à l'époque, et puis c'était dans une ferme, enfin bon, et ça a été aussi une très grande ressource de cette époque. Ma grand-mère aussi maternelle, c'était une grande ressource, et à cette époque-là, j'ai opéré aussi un shift avec mon grand-père maternel, puisque ayant été confrontée à la perte définitive de 2 personnes qui m'étaient proches en fait, j'étais proche aussi de mon arrière-grand-mère, et bien je me suis dit, j'ai eu beaucoup de regrets de ne pas avoir assez profité, de ne pas avoir assez été là, de ne pas avoir assez plein de choses, et je me suis dit que je voulais plus ressentir ça et que je voulais plus que ça se reproduise, c'est-à-dire de regretter une fois que les personnes sont décédées, c'est complètement inutile. Et donc, j'ai réfléchi dans mon entourage immédiat, qui est-ce que je ne côtoyais pas à la hauteur de la relation qu'on aurait pu avoir. Et donc, c'était mon grand-père maternel. Ce qui fait que j'ai opéré vraiment un changement dans la relation pour créer un lien beaucoup plus actif avec ce grand-père. Et avec l'idée que comme ça, le jour où il décède, comme ma grand-mère, j'aurais pas de regret. Alors est-ce que c'est possible? J'en sais rien, mais en fait j'aurais pas ce regret-là. Je saurais que j'aurais vraiment fait de mon mieux, mon maximum pour profiter de leur présence, de leur sagesse, de leur amour quand ils étaient vivants. Et de fait, c'est le cas. Le versant en fait de ça, c'est que en fait j'avais tout le temps peur qu'on m'annonce en fait qu'ils étaient décédés. Donc ça m'a vraiment poursuivi tout le temps quand j'étais loin, quand je recevais un coup de fil de ma mère. Je m'attendais toujours au départ qu'elle m'annonce que quelqu'un était décédé. Donc, n'ayant pas vécu ce chagrin de la perte du décès, en fait, de ne pas avoir traversé ce deuil en tant que tel, en fait, c'est resté comme quelque chose qui est devenu une peur, en fait, un peu omniprésente. Qu'est-ce que j'ai fait moi, en fait, mes ressources perso, j'ai fait beaucoup de dessins. Je me suis vraiment penchée sur le dessin, et puis en plus je trouve que même maintenant en regardant avec mes yeux d'adulte, je trouve que j'étais plutôt douée. Je faisais des beaux dessins, en fait je lisais des livres et quand il y avait des illustrations je les reproduisais. Beaucoup de télé, des dessins animés, et donc en regardant les dessins animés, je dessinais, ou aussi en écoutant Vivaldi. Parce que parfois, quand j'avais un petit peu du mal à faire mes dessins et que ça m'énervait, je m'étais rendu compte que voilà, je pouvais passer un coup de crayon dessus et tout, et qu'en fait, en écoutant de la musique classique, et en particulier là, j'avais une cassette de Vivaldi, ça me calmait et ça me permettait de continuer à dessiner en restant plus calme. Donc ça a été aussi une vraie ressource. Bien sûr, mon amie Claire, les jeux qu'on a pu faire ensemble, ça a fait partie des ressources de cette époque. L'émotion ressentie à cette époque, l'émotion dominante, c'est vraiment une forme de chagrin avec une forme de mal-être aussi, d'une décomposition de famille. Parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 4-5 ans, donc séparation. Ensuite, mes sœurs, l'une après l'autre qui s'en vont. Et puis, les décès de mon arrière-grand-mère, de mon grand-père. Donc, c'est une succession comme ça, au fil des années, de pertes. Et donc, l'émotion dominante, c'est une forme de mal-être, peut-être justement de tous ces chagrins non exprimés, avec une sensation de ne pas pouvoir l'exprimer, donc c'est resté vraiment à l'intérieur. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'était une émotion interdite, je pense pas, mais en fait c'est quelque chose que j'ai pas pu exprimer, et donc voilà, ce serait l'émotion dominante, ce côté un peu pas un chagrin franc, un chagrin qui reste là, qui mine le fond du paysage.
Si on passe maintenant à l'adolescence, donc moi je me rappelle très bien, à mes 14 ans, il y a eu un shift. J'ai senti quelque chose où même j'ai une sorte de petite nostalgie de sentir que voilà, je basculais dans un autre âge, dans une autre époque. Alors si on prend l'adolescence, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi à cette époque? C'est ce mal-être en fait, hein, de me sentir pas à l'aise avec les gens, pas à l'aise avec les jeunes de mon âge, pas à l'aise avec les codes de l'époque. Je m'y retrouvais pas trop, j'arrivais pas à m'insérer dans des groupes, j'étais vraiment plutôt solitaire. Avec mon amie Claire, on s'est perdu de vue à partir ça s'est effiloché avec le temps, mais on n'était plus au même collège et du coup, on ne côtoyait plus les mêmes amis. On a commencé à évoluer différemment et donc on a perdu ce lien innocent et frais de l'enfance. Et donc ouais, j'ai vraiment cette impression de vraiment ce mal-être de constant ou vraiment très très prégnant avec cette dissociation dont j'ai parlé avant, qui faisait que j'analysais tout, je réfléchissais beaucoup et donc ça me manquait beaucoup, je manquais beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de questionnements de est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que je devrais faire ça comme ça, enfin, une vraie coupure en fait au flot naturel des choses et donc ça c'était vraiment pesant. Qu'est-ce qui a été des ressources extérieures? Alors les ressources, le vélo. Alors ça, je pourrais mettre aussi dans ce que j'ai fait, hein, beaucoup de vélo. Alors là, à partir du moment où ma mère m'a autorisée à aller faire du vélo toute seule, ça a été ça a été vraiment la vraie soupape, parce qu'avant je m'ennuyais, il y avait beaucoup de télé, mais voilà, j'avais peu d'ouverture. Et là, en fait, c'est vraiment ça a été vraiment une énorme ressource. Faire du vélo, aller me balader, être dans le mouvement, découvrir des nouveaux coins. Ça a été vraiment... ça m'a sauvée. Ensuite... en ressources aussi humaines, vraiment des amis importants. J'ai eu beaucoup d'échanges par lettres, donc beaucoup d'échanges épistolaires. Le courrier, ça a été vraiment fondamental. À l'époque, je me rappelle, quand je revenais du collège et encore plus au lycée, la première chose que je vérifiais, c'est si j'avais reçu du courrier, et si j'en avais pas reçu, ça me flinguait la soirée. Voilà, je passais une très mauvaise soirée, ça n'allait pas du tout. Et du coup, quand j'avais du courrier, j'étais très contente, je lisais et je répondais. J'ai eu des kilos de lettres, hein. À un moment donné, j'ai décidé de faire du tri. J'ai brûlé la majorité des lettres avec des gens avec qui j'avais plus contact. Ça a été vraiment un tournant, ça aussi, dans mon parcours. Mais pendant très longtemps, ça a été une ressource parce que je relisais ces courriers, surtout avec les amitiés très importantes. Donc, parmi ces amitiés, il y a eu Cécile, une amie rencontrée par hasard, par un autre ami rencontré par hasard dans un camping. Au bord de mer, parce que moi j'habite pas loin du bord de mer, et donc cette amie, on s'est écrit, elle habitait Paris, on se voyait de temps en temps les étés, et ça vraiment c'était une amitié hyper importante. Moi j'ai jamais réussi à tenir des journaux intimes, écrire pour moi-même, en fait c'est vraiment quelque chose que je sais pas faire. Par contre écrire à quelqu'un, ça fait sens, puis la personne elle répond, donc il y a une forme c'est plus organique, et il y a une forme d'échange qui permet une meilleure réflexion, et puis aussi de clarifier les choses pour quelqu'un d'autre, parce que pour moi-même j'ai l'impression que j'ai compris en fait, donc j'ai jamais réussi à tenir un journal intime bien longtemps. Et donc c'est des lettres que je relisais souvent, des lettres avec elle, vraiment c'était une amitié très très importante, vraiment elle a été très 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 aidante dans toute cette période-là compliquée de l'adolescence. Et une autre amitié importante que je pourrais mettre aussi plus dans la vie de jeune adulte, dont je pourrais reparler plus tard, mais c'était mon ami Yann, qui maintenant habite à Tahiti, à Moorea. Et en fait, lui, ça a été vraiment une amitié très importante aussi, épistolaire, pareil, rencontrée par le biais du cheval. Et alors lui, il m'a vraiment énormément apporté par son tempérament, par les échanges, le fait qu'en fait il avait de la famille en Bretagne, moi j'étais à Angers à faire mes études, et du coup il passait par Angers, il venait me récupérer en voiture, on redescendait ensemble et on a fait vraiment beaucoup de choses. C'était une amitié hyper importante. Et quand il est parti à Tahiti, en fait, il est passé à autre chose. Il m'a complètement zappé, on va dire. Il m'a pas vraiment oublié, mais il m'a zappé. Et ça a été vraiment très,
très chagrin pour moi aussi, une autre séparation, parce que c'était vraiment un ami que j'aurais aimé revoir plus souvent, même quand il était parti, qui me raconte, il m'avait vraiment partagé ses rêves, son rêve de partir à Tahiti, voilà, il allait tester pendant 1 an, puis il a complètement réussi son pari, et moi j'aurais aimé qu'on puisse en parler, quand il revenait en France, ben en fait, on puisse échanger et qu'on retrouve vraiment cette complicité, cette connivence qu'on a eue pendant cette fin d'adolescence, ce début de vie de jeune adulte. Vraiment, ça a été vraiment quelqu'un de très très important. Et donc, je cite ces 2 personnes-là parce que je les ai perdues à peu près, des liens que j'ai perdus à la même époque quasiment. Et en fait, c'était comme 2 piliers de cette époque-là. Vraiment des gens qui ont eu beaucoup beaucoup d'importance dans ma vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vous ai dit du vélo, pas mal. J'ai fait aussi pas mal, j'ai fait du cheval aussi, mais c'était différent. Je vivais plus de la même manière que quand j'étais allée pendant l'enfance. Donc l'écriture, ça a été vraiment une aide très importante, mais donc pour quelqu'un, pas une écriture dans le vide. Là spontanément, il y a bien d'autres qui me viennent. Je faisais aussi pas mal de jeux d'extérieur. Je regardais un dessin animé, la Jeanne et Serge, sur le volet. Ça m'a initié un peu au volet. Et à la maison, on avait un endroit où je jouais seule donc, mais je faisais ce volet là contre le mur, contre un toit en pente, mais pas trop bas, qui me permettait de pas être sûre d'où tomber le ballon. Enfin, c'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, c'était des ressources. Et puis, j'ai oublié de dire aussi en ressources animales, parce que moi, ça fait partie des ressources importantes. Il y avait notre chienne, Petouchka, un collet qui, alors elle, pendant toute l'enfance et l'adolescence, très très importante. On a beaucoup joué avec elle et elle a beaucoup joué avec nous. Elle était très partante. Et sinon, c'est un chat qui s'appelait Marie. Elle, à l'adolescence, elle a été vraiment très importante pour moi. Elle dormait avec moi, elle était très câline. On avait vraiment un lien spécial. Et donc voilà, ça, c'était des ressources très importantes pour passer ce cap de l'adolescence. Donc l'émotion dominante, c'est à nouveau ce mal-être, mais pas sous la forme du chagrin. C'est un mal-être plutôt de comment être, une vraie difficulté à être fluide dans la vie. Et me sentir pas bien, jamais comme il faut, et donc du coup être très solitaire aussi, avoir beaucoup de mal avec les autres, donc avec les groupes, avec les codes sociaux, et donc être plutôt solitaire, à aller faire du vélo seul, à être avec mon chat, à jouer au ballon et à écrire à mes amis, mais qui étaient des amis lointains. Voilà. Alors la vie de jeune adulte, je peux la faire démarrer vers 21 ans, on va dire, jusqu'à une trentaine d'années. Donc c'est vraiment, je dirais, à la fin des études j'ai quand même fait des études jusqu'à 24-25, donc c'est pas tout à fait la fin des études, mais bon, c'est cette transition-là avec l'entrée dans la vie active. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi à cette époque? En fait, ça a été mon voyage en Angleterre, qui m'a complètement fait basculer pendant une bonne dizaine d'années. En fait, j'étais vraiment encore plus enfermée en moi-même. Et j'ai vraiment perdu ma joie de vivre, ce qui était compliqué. Ça veut dire que j'avais un fond dépressif, en fait, tout simplement, si on devait mettre un mot. Déjà qu'avant, c'était pas folichon, comme je vous disais, mais j'avais un élan de vie, en fait. J'avais quand même quelque chose qui me poussait, je riais facilement, enfin voilà. L'Angleterre, ça m'a vraiment... j'ai eu tellement d'angoisses en Angleterre, mais vraiment des angoisses très profondes, avec... pas me sentir bien, je me sentais pas bien dans cette ambiance de ce pays en fait. J'avais une colocation où je me sentais pas bien avec les colocataires où j'étais, donc globalement c'était pas une super ambiance. Le boulot que je faisais, parce que j'étais assistante de français dans un collège-lycée anglais, ce boulot-là, j'aimais vraiment beaucoup. Mais par contre, j'avais beaucoup de temps, finalement, j'avais assez peu d'heures de travail. J'étais quelqu'un de très proactif, donc en fait, c'est toujours un peu le cas. Donc, je préparais à l'avance mes cours, et donc il y avait plein de moments où j'avais rien à faire, et donc je me suis beaucoup ennuyée.
Et donc j'ai trouvé que c'était la ville où j'étais me ressourçait pas tellement. J'étais au bord de la Tamise. Le nom de la ville c'est Gravesend. Ça avait été à la fin des tombes. C'est là où Pocahontas est décédée. Pocahontas qui a vraiment existé du coup et qui avait attrapé la varicelle. Et donc elle en est morte et c'est là qu'elle est morte. Et donc il y a une chapelle avec une statue qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Donc tout ça, ça met quand même une certaine ambiance. Par contre, c'était pas loin c'était à 1 heure de Londres en train. Et du coup, ça, c'était sympa. J'aimais bien aller à Londres. C'était facile, c'était pas cher. Donc ça, c'était des circuits que je pouvais faire. Mais bon, l'Angleterre m'a vraiment... quand je suis revenue, j'étais refermée. Ça a été vraiment une période très difficile où je me sentais encore plus seule. Ce qui n'était pas le cas, hein, mais moi, intérieurement, je me sentais plus seule avec l'impression que personne ne pouvait m'aider à sortir de ce que je vivais ou à comprendre. Personne ne pouvait m'aider et comprendre pourquoi j'étais comme ça ou comment faire avec le fait que j'étais comme ça. Du coup, quelles ont été mes ressources? Comme je le disais, alors c'est toujours les amis, de pouvoir écrire. Mais justement, c'est en Angleterre aussi que ça a basculé et que j'ai perdu ces 2 amitiés très importantes dont j'ai parlé avant, donc Cécile et Yann. Et donc, voilà, c'est un enchaînement de choses. Par contre, ce qui a été déterminant aussi, et que j'ai oublié de citer tout à l'heure, dans ma vie de jeune adulte, c'est la danse bretonne. Quand j'étais à la fac, j'ai rencontré une amie qui cherchait quelqu'un parce que ça lui manquait de pas pouvoir danser. Et là où on logeait, on avait une salle qu'on pouvait utiliser. Et donc, elle m'a appris plusieurs danses, en particulier les danses de couple où moi je faisais le cavalier pour elle. Et en fait, c'était vraiment super. Alors au début, on était allé à un cours, je me rappelle, un cours étudiant. Oh là là, j'étais allée en traînant des pieds, je voulais pas du tout y aller, je me sentais pas bien, moi. J'étais pas très à l'aise à danser et tout ça. Et en fait, après, on a fait donc dans cette salle au niveau de l'hébergement et ça a été vraiment une super découverte. C'était vraiment super. Et ça a été une énorme ressource. La danse bretonne, une ressource hyper importante déjà pour la connexion à cette musique-là, au rythme et puis à la danse. Et grâce à cette danse, j'ai rencontré un grand amour, là, le fameux dont j'ai parlé, si vous me suivez, qui a été ensuite le plus gros chagrin. Mais voilà, ça a été vraiment le fait de rencontrer cette personne qui m'a appris les danses bretonnes. Ensuite, je suis entrée dans cette association où ils cherchaient quelqu'un pour animer les cours. Et donc, je me suis proposée, même si j'en connaissais pas beaucoup, parce que j'étais là, pareil, comme pour le cheval, j'avais vraiment cet élan d'aller, je voulais absolument qu'il y ait ces cours. Et en fait, cet amour-là, je l'ai rencontré, c'était le président de cette association. Et donc, il y a eu vraiment un déclic, pas tout de suite. Au début, je me suis dit, oh là là, si c'est lui président, ça va pas être super folichon. Et puis, en fait, on a parlé et il y a eu vraiment, c'était vraiment comme les Anglais disent, l'amour au premier regard, donc c'est pas tout à fait le premier, mais ça a été vraiment le coup de foudre par le regard. Et vraiment, on a dansé, dans cette association, c'était très très nourrissant. On a attiré beaucoup de monde. Je connaissais pas beaucoup de danse, donc on s'est mis en co-animation avec une autre jeune fille qui elle connaissait beaucoup mieux que moi et qui faisait beaucoup de fest-noz. Et donc toutes les deux on animait les danses. Mais c'était fabuleux. C'était vraiment super, on échangeait beaucoup, on avait un super groupe, ça moi j'ai adoré, hein. Vraiment c'était c'était une énorme ressource dans ce parcours-là, mais c'était avant l'Angleterre. Ensuite, je suis partie en Angleterre et quand je suis revenue, il y avait toujours la ressource de la danse, mais j'étais plus dans cette association. Par contre, après l'Angleterre, j'étais en couple avec donc ce président d'association et donc on a pu continuer notre histoire, mais au fond j'étais plus la même, j'étais plus celle qu'il avait rencontrée et donc c'était beaucoup plus compliqué relationnellement parlant. Donc la danse, une ressource, toujours l'écriture quand j'étais en Angleterre, et puis alors à quoi j'ai pensé aussi. Alors j'avais des personnes quand même que j'allais voir, d'autres Français que j'avais côtoyés un peu en Angleterre, qui étaient sympas, mais avec qui j'ai pas forcément gardé beaucoup de liens. Je réfléchis, donc est-ce qu'il y a eu beaucoup de ressources?
Toujours mon chat quand je suis rentrée. Hein. Alors là, c'est sûr, Marie, elle m'a beaucoup aidée à toute cette époque-là. Et donc là, à partir de là aussi, c'est devenu très compliqué dans mon relationnel avec ma mère. Le retour d'Angleterre, l'entrée dans la vie d'adulte, de devoir essayer de se démarquer. J'ai entamé, alors bien sûr, ah oui, je n'ai pas noté là, mais en fait, c'est aussi à partir de cette époque-là que j'ai entamé justement toutes mes démarches psy. Et en fait, c'est ce qui va aussi m'aider dans la durée. D'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un avec qui parler et avoir un regard un peu plus objectif et extérieur par rapport à des situations que je pouvais vivre. Mais bon, c'était vraiment... là, c'est marrant, je n'arrive pas à retrouver vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Je dirais ça, hein, les démarches là, la psy et des ressources... j'avais une amie très proche aussi quand j'étais à la fac qui s'appelait Estelle. On a vraiment été très, très proches, peut-être un peu trop. Du coup, il y a un moment, c'était étouffant. Mais oui, ça a été quand même aussi une ressource humaine sur mon parcours. Alors ensuite, l'émotion et le ressenti le plus important donc de toute cette époque de l'entrée de la vie adulte, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'ennui, hein, je vous ai dit après l'Angleterre, et donc cet enfermement à l'intérieur de moi, vraiment ce côté d'encore plus emmuré dans une prison de verre en fait, hein, donc de voir les choses et qu'on me voit mais qu'en fait y a pas, c'était coupé, très très coupé. Alors la vie d'adulte, si je la fais démarrer autour de la trentaine d'années, alors bon, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors en fait je fais démarrer à une trentaine d'années mais je devrais démarrer à partir de mes 26-27 ans. Le plus difficile, ça a été cette séparation avec cet homme qui a été vraiment un très grand amour et très 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 fort, profond. Et moi, voilà, on devait se marier, on a annulé le mariage. Enfin, c'était vraiment quelque chose de compliqué, aussi compliqué parce que c'était un peu comme si là je suivais le rail. Là, c'était tout tracé, on suivait. Voilà, il y avait une sorte je cochais les cases, j'arrivais à m'en sortir, même si je me sentais pas très adaptée. J'arrivais à cocher les cases et puis là, bim, il y a complètement dégringolade. Et donc ça, ça a été le plus difficile pour rentrer dans la vie d'adulte. Quitter justement la vie de jeune adulte et aussi une difficulté par rapport au monde du travail. C'est-à-dire que scolairement, moi j'étais une bonne élève, j'adorais l'école, j'adorais apprendre, j'adorais retranscrire. Quand je revenais à la maison, j'adorais expliquer à ma mère ce que j'avais appris, on faisait des devinettes, bon moi c'était super. Et en fait, quand j'ai travaillé comme guide, ça c'est vrai que je l'ai pas dit dans mon entrée dans la vie de jeune adulte, j'ai travaillé en saison d'été comme guide. Moi, j'avais fait une formation pour être traductrice et en fait, là, ça a été une révélation. J'ai découvert ma vocation et ça a été une super ressource. Du coup, quand on s'est séparés avec Jérôme, j'étais en train de faire la formation pour passer la carte de guide pour être guide professionnel reconnu, pour pouvoir continuer à travailler de façon professionnelle. Et ça a été une super ressource pour passer le cap de cette séparation parce que ça m'a beaucoup occupée. Et ce métier m'a beaucoup occupé l'esprit, ce qui fait que j'avais de l'énergie pour rien, quasiment rien d'autre. J'avais pas de vie à côté pendant toute la saison parce que ça me demandait énormément d'investissement personnel pour préparer les visites, pour partir, parce que je faisais de l'itinérant, donc pour partir avec les gens en car. Et donc c'était hyper stimulant, hyper nourrissant et en même temps très très fatigant. Ce qui fait qu'après je passais les hivers à récupérer. J'ai trouvé que ça m'avait vraiment beaucoup aidé pour passer ce cap. Et sachant que comme en plus moi j'avais démarré après ma formation donc j'avais fait ce guide là, j'avais beaucoup aimé, mais j'ai quand même terminé ma formation de traducteur.
Et de fait, j'ai jamais vraiment trouvé de travail et dans cette branche-là. Et donc pendant 6 mois, j'étais au chômage et en fait, je l'ai hyper mal vécu. J'ai vraiment cette entrée dans la vie d'adulte avec dans la vie d'adulte le côté de la vie active. Dans ma famille, la valeur travail c'était important et du coup je l'ai super mal vécu et je me suis dit à partir de là, je me suis dit, plus jamais je me définis par mon travail. C'est terminé, en fait. Je laisserai pas le fait d'avoir du travail ou pas du travail déterminer si je me sens quelqu'un ou pas quelqu'un et déterminer, me mettre dans des états pareils si jamais je suis au chômage. Et de fait, c'est comme ça que je suis entrée dans la vie du tourisme. Et dans la vie, par le métier que j'ai choisi, finalement, j'ai eu un travail saisonnier. Et je m'en suis trouvée très bien, justement. Et ça veut dire que pendant 6 mois de l'année, quasiment, j'étais au chômage. Et pendant 6 mois, je travaillais. Et en fait, ça m'allait bien. J'avais décidé que j'allais pas mal vivre le fait que j'étais au chômage. Et en fait, c'est comme si je le revivais régulièrement. Voilà, j'ai pris les choses à l'envers. J'ai pris le contre-pied, mais sachant quand même que c'était pas forcément facile, j'ai mis beaucoup de temps quand même à assumer socialement d'avoir cette vie-là, c'est-à-dire de dépendre du système, de dépendre du chômage, c'est la moitié de l'année par rapport et donc de dépendre de la société par rapport à la vie active. En même temps, j'avais pas, voilà, ma façon de vivre faisait que ça me suffisait. Je n'avais pas des projets, et puis j'avais du mal à, moi ça m'intéressait pas spécialement ce côté de travailler toute l'année avec seulement 5 semaines de congés par an et viser que la retraite parce qu'on en a marre du rythme du boulot. J'avais pas envie, en fait, je me disais la vie c'est tous les jours, quoi. C'est pas se projeter dans un autre moment où ce sera mieux. Et donc en fait, je me trouvais mieux dans cette organisation-là. Donc qu'est-ce qui m'a aidé? Donc les ressources extérieures, le travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce travail-là, le travail de guide, parce que aussi le travail de guide, ça m'a reconnecté à mon histoire. J'ai commencé à travailler vraiment dans ma région. Et donc, ça m'a beaucoup apporté d'éclairage. Et j'ai eu l'impression de combler des vides, des lacunes ou des méconnaissances sur l'endroit d'où je venais. Ça m'a rempli ou redonné des racines plus stables et plus claires, plus concrètes. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ensuite, qu'est-ce qui aurait pu m'aider d'autre dans cette période-là? Ouais, là, c'est ça qui me vient spontanément. L'émotion dominante, c'est toujours ce chagrin. Finalement, c'est un peu ça la toile de fond. Gros chagrin. Et là, c'était ce chagrin d'amour que j'ai vraiment traîné pendant plus de 20 ans. C'est vraiment lui qui a teinté toutes ces 20-25 dernières années. Je dirais que c'est ça l'émotion dominante. Alors maintenant voilà, je suis toujours dans cette vie d'adulte. Je vais passer un nouveau cap l'année prochaine, mais je reste dans la vie active. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé avec tout ce que je vous ai dit, tout mon parcours bien sûr. Je l'ai pas redit là, mais les thérapies ça m'a énormément aidé et les rencontres que j'ai fait aussi dans ce cadre-là. Parmi les personnes aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a eu Gilles qui m'a beaucoup aidé, Jean-François aussi, des amis vraiment très importants qui m'ont permis d'avoir du baume au cœur dans des moments où c'était vraiment difficile et d'avoir des personnes qui étaient vraiment dans une forme de sollicitude et d'écoute. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc dans la vie aujourd'hui, alors, est-ce que je pourrais dire qu'est-ce qui est le plus dur? Peut-être quel est le défi que j'ai à aborder maintenant, là. Alors le tournant, là, qui arrive l'année prochaine, c'est pas du tout un sujet. Moi, même au contraire, je suis contente. Là, je trouve que j'entre dans une période où je me sens de plus en plus épanouie, donc j'en suis ravie. Avant de faire la vidéo aujourd'hui, là, dans les semaines avant, quand j'y réfléchissais, je me disais, en fait, le défi actuel, c'est de retrouver un sens
à cette vie-là qui me reste à vivre. Et en fait, un sens dans le sens de retrouver une forme d'envie, de savoir pourquoi, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais, d'avoir vraiment envie de retrouver un peu cet élan que j'avais avant. Avant, on a des choses à prouver. Quand on est jeune, voilà, il faut faire sa place, où on veut montrer qu'on est une bonne personne, où on veut faire plaisir à quelqu'un, à ses parents, ou voilà, moi, mes parents, enfin, en tout cas, ma mère et mon beau-père, ils ont fait de manière à ce que j'ai les meilleures études que je puisse avoir pour avoir un bon métier. Et en fait, bon, ben voilà, j'ai choisi une vie de précarité, donc c'est un peu triste pour ma mère, bien sûr, mais j'ai conscience de ça. Ça veut dire j'ai conscience de la valeur, pas forcément du sacrifice, mais de l'investissement qu'ils ont pu faire. Et donc à l'époque, c'était important pour moi quand même de démontrer qu'ils n'avaient pas investi ça dans une tocarde. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais et puis ça avec le temps, voilà, ça n'est plus aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment traversé un moment là, j'en sors à peine, où je me suis dit vraiment vivre ou mourir, en fait, c'est un peu voilà, je veux dire, j'ai l'impression que la vie, j'ai fait un peu pas l'essentiel, mais j'ai pas de raison aujourd'hui, j'ai rien à prouver. Voilà, j'ai à trouver quelque chose qui me fasse être heureuse de la vie que j'ai et heureuse de vivre tout simplement, sans avoir d'objectif particulier à atteindre, mais trouver une joie de vivre, mais simple. Voilà, retrouver juste d'être heureuse, d'être vivante. Et finalement, ça, c'est aussi un défi, je pense, de l'ensemble de ma vie. Parce que je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, peut-être, mais voilà, j'ai vraiment eu des périodes où ça n'avait pas de sens pour moi, en fait, voilà, la vie en tant que telle, ça n'avait pas de sens. Je ne voyais pas, comme je dis, voilà, il y a des gens, voilà, ils vont faire une liste de les 10 choses à faire ou à voir avant de mourir, mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. ça changera rien. Si je sais pas, en fait, si j'apprenais que des fois on dit voilà, si on doit mourir demain, qu'est-ce qu'on fait? Moi je me dis je ferai rien de plus, parce que finalement ma vie c'est celle que j'ai là, que si je suis capable de faire, si le fait de se dire que ma vie s'arrête demain et ça change quelque chose et je fais quelque chose de différent, en fait, pourquoi je le fais pas maintenant, sans avoir cette échéance-là, ce danger imminent et qui me met en mouvement? Pourquoi je le fais pas de moi-même? Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça c'est pas une motivation, parce que je me dis, je vois pas ce que ça changerait de faire ces 10 choses ou de voir ces 10 endroits. Je vois pas ce que ça changerait dans ma vie. Une fois que je serai morte, voilà, ce que j'aurais vécu sera vécu et ça me manquera pas, à mon avis. Je suis pas de l'autre côté pour le savoir, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'essentiel pour une vie d'après, si vie d'après il y a. Ça dépend des croyances de chacun. Moi, je pense que oui, mais bon, voilà. Je pense pas que ce soit fondamental. Donc ça, ce serait, je dirais, le défi d'aujourd'hui pour moi. Mes ressources, c'est mon amour, voilà, mon bien-aimé, celui avec qui je suis là depuis 1 an et demi. C'est vraiment une belle histoire. Et c'est vraiment une aide, une ressource. Et j'ai l'impression que je suis pareil pour lui, donc c'est super en fait. Voilà, je suis très contente. Ça durera le temps que ça durera. Si ça veut durer longtemps, tant mieux. Mais là, c'est une vraie ressource humaine. En ressources animales, j'ai toujours mon chacha dont j'ai parlé dans une vidéo là sur comment j'avais appelé ça, les thérapeutes du quotidien. Voilà. Alors elle, ça a été voilà, une vraie médecine du relationnel avec ce chat. Donc elle, voilà, c'est aussi une ressource dans ma vie. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui par rapport à cet objectif? En fait, c'est marrant, je l'ai pas encore mis en place. Mais j'ai fait 2 vidéos sur l'équi-coaching parce que j'avais trouvé ça vraiment parlant. Je vous ai parlé de l'équitation, du cheval, ça m'a beaucoup apporté quand j'étais enfant, mais vraiment c'était hyper nourrissant et je peux pas expliquer, c'était un élan très important. Ça me mettait vraiment en mouvement intérieur et du coup à l'extérieur. Et là j'ai pris contact avec un centre équestre dans le coin où je suis là qui proposerait des séances. Moi, ça m'intéresse plus de monter à cheval, mais par contre, j'ai beaucoup aimé ce côté d'apprendre le relationnel avec le lien avec le cheval, puisqu'on peut pas,
en fait, on peut pas tricher avec les animaux. Et là, avec le cheval, il y a vraiment, il y a le côté aussi impressionnant. J'ai peur un peu de la taille de l'animal et j'ai peur qu'il me bouscule ou qu'il m'écrase et donc j'ai pris contact et donc je me suis dit que j'allais entamer des séances, on va en faire au moins une pour tester, avec donc cette partie plutôt éthologique, d'être dans le relationnel avec un objectif. Et donc mon objectif c'était ça, c'était retrouver goût à la vie, et pas seulement avec la vie sentimentale, parce que c'est pas comment dire, c'est pas c'est super, mais je me dis même pour mon chéri, c'est pas suffisant. Voilà, je trouve que ça pourrait être pesant. Je ne fais pas peser sur lui ma raison de vivre, on va dire, mais je trouve que ça serait plus simple pour moi et pour tout le monde que ce ne soit pas ma seule motivation à rester en vie aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où j'ai acté ça dans ma tête, où je me suis projetée dans ces séances avec ce relationnel avec le cheval et l'idée d'oser m'ouvrir dans les zones les plus fragiles, les plus vulnérables et qui font que justement je suis coupée d'un certain nombre de choses, et ben ça a vraiment changé quelque chose avant même d'avoir fait une quelconque séance. Donc je trouve ça super intéressant parce que depuis en fait ça a ouvert quelque chose en moi, le fait d'avoir décidé ça et le fait d'avoir intégré mon objectif, enfin ou cette intention de me dire, ben voilà, si je faisais ces séances avec ce centre équestre là, et ben je partirais avec cette intention de trouver un autre fil conducteur, quelque chose qui fasse que j'ai joie d'être en vie et aussi de continuer cette réparation du relationnel, mais pas que avec mon amour là, d'être aussi avec les chevaux, voilà. Continuer donc de réparer mon rapport au lien affectif et donc d'être plus jovial dans la vie, et voilà, donc ça c'est mon défi et ça c'est donc ma ressource aussi. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus quand j'aurai pratiqué pour faire un retour d'expérience, mais ça c'est voilà, ce serait actuellement où j'en suis. Donc l'émotion qui domine en ce moment, je sais pas trop. Là je viens de finir ma saison qui a été très dynamique et qui m'a aussi beaucoup apporté, donc je suis dans un élan de prendre soin, et donc l'émotion serait plutôt une émotion d'être calme, d'être cosy, voilà, d'être douce et tendre avec moi. Donc si je devais donner une émotion générale sur l'ensemble de ma vie, du parcours que je viens de vous faire, et ben voilà, en fait finalement quand on regarde bien, moi on m'a souvent dit voilà, on m'aime bien parce que je souris beaucoup, je ris beaucoup, je suis très dans la joie de vivre, et en même temps c'est un peu comme on dit, les bons humoristes ce sont des gens très déprimés ou qui peuvent être assez austères ou qui peuvent ruminer beaucoup. Ben là c'est un peu pareil parce que je me dis finalement mon rapport à la vie est pas si simple, et à l'extérieur je donne cette impression de joie de vivre, j'ai envie de faire rire mon entourage, quelque part de dérider les gens, de retirer un peu ce sérieux que moi-même j'ai aussi par moments, et d'alléger un peu l'atmosphère. Et pourtant justement voilà, j'ai ça moi, l'émotion qui dominerait ce serait peut-être un peu ça, ce côté de se dire d'avoir une impression par moment que ce soit un peu poussif, et d'avoir des chagrins, une accumulation de chagrins que j'ai pas réussi à traverser. Alors
Si je devais ressortir 3 thérapies de mon parcours, c'est vrai que c'est pas facile parce que là, je le fais à partir d'aujourd'hui. Et tout a compté, comme je l'ai dit souvent, parce que tout a permis de cheminer. C'est vrai que la première thérapeute que je suis allée voir, elle m'a énormément aidée. Ensuite, actuellement, je dirais que les 3 qui m'ont le plus aidée, mais qui sont vraiment récentes pour le coup, c'est le Festen, qui m'a préparé à Franck Lobvet, et ensuite Fabrice Midal. Voilà, ça c'est vraiment mes trois fils directeurs. Le Festen m'a aidé à regarder en face un certain nombre de choses que j'avais du mal à regarder, à reconnaître une partie de mon passé, de passif, et des émotions aussi. Et puis après, Franck Lobvet, lui, c'était une fois que tu l'as vu, tu passes à autre chose. Et donc, tu vois aussi toi, toute ta part, tout ce que tu entretiens par rapport à l'histoire que tu te racontes. Et ensuite, Fabrice Midal pour continuer plus en douceur, puis avec des méditations, puis ces retournements incessants, il dégage quelque chose qui moi, m'apaise beaucoup et qui permet aussi de faire ce chemin vers le cœur et vers la réconciliation, vers l'apaisement. Donc ça, c'est vraiment pour moi les 3 thérapies déterminantes sur mon parcours qui me font arriver là où j'en suis aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont libérées et où je me sens de plus en plus libre d'être moi. Surtout qu'en plus la relation que je vis aujourd'hui avec mon chéri, c'est vraiment une relation où je me sens libre d'être moi. Donc ça aide aussi beaucoup. Je dis pas qu'avant c'était pas le cas, hein, c'est juste que moi je n'arrivais pas à m'en donner aussi l'autorisation. Bon, ça je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos, en particulier celle du bilan de cette année. Alors, est-ce que j'ai un mot de la fin? Je pense quand même que j'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Toute cette chaîne, c'est quand même beaucoup moi qui me parle de mon parcours. Donc, le mot de la fin, je dirais rien de particulier. Par contre, si j'ai une devise, ma devise, ce serait... en général, ma devise, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc, lâcher la perfection. Et cette chaîne, c'est vraiment un exemple type parce que j'ai décidé de pas faire quelque chose de super chiadé, de faire avec les moyens du bord, d'accepter que ce sera pas nickel, du coup de peut-être perdre en qualité et du coup aussi même par rapport au passage du message, mais au moins de faire plutôt que d'attendre que ce soit parfait. Donc, ça, c'est ma devise pour ce coup-ci et qui me tient très depuis longtemps en fait, je l'ai. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Et donc c'est là-dessus que je vous laisse. La semaine prochaine, si la technique veut bien fonctionner, j'aurai le plaisir d'interviewer une personne très proche dont je vous ferai la présentation en début de vidéo et normalement après le reste ce sera en audio. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, un bon long moment en écoutant cette vidéo et je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre attention et pour votre intérêt et puis je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux interviews de ce cycle de vidéos. Merci à vous et bonne semaine.